Je ne pense pas que l'insensibilité soit due uniquement au Conseil de sécurité, aux membres du Conseil de sécurité. J'ai travaillé à plusieurs reprises dans le système des Nations Unies, aussi bien maintien de la paix, ACR, tout ce qu'on veut. Il y a une force d'inertie qui est inhérente à ce type de structure. Moi, j'ai retrouvé ma liberté, donc je peux parler librement aujourd'hui. Il y a une inertie. Il y a une inertie. Je n'ai jamais vu des institutions aussi incapables de poser un regard autocritique sur elles-mêmes. Je n'ai jamais vu ça. L'Église peut porter un regard autocritique sur elle-même, un gouvernement peut le faire, les ONG peuvent le faire, mais l'ONU, il y a une force d'inertie qui est tétanisante. Et ça, tant qu'on ne reconnaîtra pas ça non plus, on n'ira pas, on a besoin de ça. Il y a également, comme motif, comme argument de cette insensibilité, cette inertie, le fait que parfois les fonds manquent. Et parfois, il y a des opérations, on sait que ça va déraper ici, mais l'ONU n'a pas d'argent. Les sources de financement manquent. De temps en temps, vous devez apprendre, ils font des appels de fonds, des appeals, pour avoir des sous. Bon, parfois ça tombe, parfois ça ne tombe pas. Parfois, il y a même de la discrimination chez les bailleurs de fonds. Une opération qui a lieu en Europe, au Kosovo, quelque part, donne lieu à beaucoup plus d'argent. Et une opération qui a lieu à Tingui ou en RDC ne donne pas lieu, les gens ne sont pas généreux. Ça, c'est des choses qu'il faut dire également. Juste un mot sur le Burundi. Madame a posé une question. Effectivement, le Burundi, il y a des signes avant-coureurs d'un génocide, mais il faut appeler les chats par leur nom. C'est-à-dire que le génocide qui se prépare au Burundi, il est dirigé contre les Tutsis. Il faut le dire. Récemment, le gouvernement, pas plus tard que la semaine dernière, le gouvernement a décidé de faire un recensement ethnique. Oui, absolument. Et le gouvernement a décidé, il y a une semaine, de faire un recensement ethnique. C'était public. Mais il n'y a pas eu grand monde à protester tout cela. Voilà. Oui, juste pour compléter, il ne faut pas oublier qu'en 93, fin 93, octobre, précis, le premier président Hutu avait été assassiné. Et il y a une réaction des Hutus contre les Tutsis qui l'auraient assassiné. Quelques 5000 Hutus étaient tués. Puis l'armée Tutsi a tapé très fort et il y a eu 750 000 réfugiés dans les 5 pays autour. Donc c'était quelques mois, 6 mois avant les événements au Rwanda. Maintenant, donc, il y a un président Hutu qui est au pouvoir depuis 1993, il y en a une deuxième. Et donc ce président, dont le mandat était venu à expiration, a, comme à notre avis, il n'a pas accepté d'être issu de ses pouvoirs, il est resté, et les élections étaient faussées, etc. Et bon, il est resté. Mais maintenant, comme dit Francis, il y a une action en sous-sol de recensement des Tutsis. Nous avons un très bon ami, prêtre à Bujumbura, qui a dû fuir parce qu'il était carrément menacé. Bon, mais ce qui peut faire craindre, c'est que bon, il y aura une action contre les Tutsis et que du coup, les Tutsis vont réagir avec l'assistance du Rwanda. Et c'est ça un peu le danger pour la région, parce que je m'apporte bien sûr que Kagame, qui aussi d'ailleurs a prolongé son propre mandat, je ne sais pas combien de fois déjà, il gouverne seul, mais les Hutus qui sont encore au Rwanda ou qui sont encore dehors, comme les ex-forces armées du Rwanda, avec tous les éléments génocidaires du Rwanda, ne rêvent qu'à revenir au Rwanda. Moi, je ne pense pas qu'à la longue, la situation qui existe et qui semble être paisible au Rwanda peut continuer à être comme ça. Donc ça, la région reste en grand danger pour le Christ. On reprendra d'autres questions. Oui, merci. Moi, je partage tout ce qui a été dit et je voudrais revenir sur ce que notre collègue du Liban a dit. Moi, je crois beaucoup à l'influence de la proximité.
Je crois que plus on est proche des situations plus sonnées dans la région, plus on peut avoir une influence. Vous avez mentionné qu'au Liban, il y a beaucoup de manifestations. Et bon, on a signalé que personne s'est mobilisé ici pour la Syrie. C'est vrai, c'est difficile pour la société civile. Souvent, quand c'est éloigné, on n'a pas de liens directs. Et de trouver une motivation, enfin une justification, c'est beaucoup plus difficile. Je crois à l'influence de la proximité, pas seulement au niveau de la population civile, mais aussi au niveau des systèmes judiciaires. Je crois que, enfin, pour revenir à la partie pénale, je crois que plus une sanction est proche de lieu où elle était commise, enfin, la violation était commise, plus il y a une stigmatisation du groupe, plus il a un impact important de prévention. Donc, je crois effectivement que ce problème de proximité a une influence très très grande et dans la mobilisation, dans le respect des règles. Il faut juste que j'ajoute une deuxième réponse à la question qui était posée tout à l'heure. Qu'est-ce qui est proposé pour essayer de calmer les esprits au Burundi? C'est que l'Union européenne a proposé une force d'intervention de type minérois, donc avec peu de pouvoir, mais ça a été clairement rejeté par le président du Burundi. Donc, il faut vraiment l'article 7 du charte pour intervenir contre la volonté du gouvernement. Et peut-être pour changer un peu de thème, pour répondre à la question à propos des acteurs locaux ou les acteurs locaux qui peuvent intervenir dans les qui a posé ça? Quelqu'un là-bas. Donc oui, en fait, si on regarde en Afrique, il y en a déjà beaucoup d'organisations régionales comme ECOWAS dans l'ouest de l'Afrique. L'Union africaine même, il y en a des interventions faites peut-être, on peut dire, en Somalie par les Ougandais et les Kenyans. Donc, en fait, en Afrique, déjà, on est en train de regarder ce genre de choses. Je ne sais pas si on peut parler dans les autres, la même façon de regarder dans les autres coins du monde, mais sûrement il y en a des idées de soutenir les organisations régionales pour les interventions. Merci. Alors, juste avant de reprendre des questions du public, moi j'ai une question pour Maria-Teresa et puis peut-être pour d'autres. On parlait de proximité et en fait j'aimerais avoir ton point de vue, puisqu'on parle du pouvoir dissuasif des juridictions pénales internationales, ton point de vue sur la création d'une cour pénale africaine dont on parle depuis quelques années déjà, mais quelques semaines un peu plus avec le retrait de certains États africains dont on a parlé jusqu'ici. Je crois qu'il y a une impression positive, enfin, tout système judiciaire qui puisse se substituer à des systèmes qui sont inopérants ou inefficaces à un moment donné, ne peut être qu'un complément pour le système judiciaire. Ceci dit, ces tribunaux internationaux ne devraient pas forcément se substituer en chaque situation, c'est uniquement quand les juridictions nationales sont inefficaces ou ne peuvent pas intervenir. Donc, ils ne doivent pas agir comme un mécanisme de substitution. Je crois que la base de toute justice pénale, que ce soit dans les crimes internationaux ou dans les crimes nationaux, c'est la même chose, c'est la proximité entre l'auteur du délit enfin, et le lieu du crime. Et ça, on voit, plus c'est éloigné, plus ça devient quelque chose d'irréaliste ou qui arrive au grand chef d'État et pas aux individus. Mais il ne faut pas oublier que les crimes, c'est la base aussi. C'est des individus, c'est des citoyens.
que parce qu'elles répondent ou pas à des ordres supérieurs, c'est parce qu'ils s'acceptent ces ordres supérieurs qui sont contraires au droit, parce qu'il y a aussi des mécanismes, on ne doit pas accepter n'importe quel ordre qui est contraire au droit, il y a aussi des mécanismes pour se prémunir de ça. Donc je crois que le principe fondamental doit rester les juridictions nationales. C'est la base. Parce que c'est la base pour les droits en général. Et après, quand on est dans des situations où les systèmes judiciaires deviennent inopérants, comme c'était le cas au Rwanda durant les 3 mois, c'était impossible. Dans ces cas-là, ces tribunaux jouent un rôle de pression, de substitution. Mais ce n'est que dans des situations très, très exceptionnelles. Je souscris totalement à ce que vous venez de dire, en parlant des tribunaux au niveau national, mais il faudrait aller beaucoup plus loin. En fait, le fond du problème, c'est l'impunité. Le fond du problème, c'est l'impunité. Ce n'est pas ce qui... Les tribunaux ne sont que des mécanismes pour gérer l'impunité. Et je le dis parce que j'ai vécu l'exemple de la Côte d'Ivoire. J'étais en charge de ce dossier pendant un peu plus de 3 ans. C'est parce que, sur le plan national, la volonté de voir, de trouver les responsables, de les sanctionner s'il le faut, et de travailler vers la réconciliation, c'est parce que cela était devenu si déterminant que le président de la République s'est dit: est-ce que je peux raisonnablement gérer ce problème en Côte d'Ivoire? Et c'est comme une marmite. Est-ce que je peux gérer le cas des hommes et des femmes, aussi bien de mon côté que du côté adverse? Est-ce que je peux gérer la demande de sanctions et la nécessité d'une réconciliation au niveau de la Côte d'Ivoire? Il est parvenu à la conclusion qu'il ne pouvait pas gérer au niveau des tribunaux ivoiriens. Et il a remis le dossier, et c'est ce qui se passe dans la plupart des cas. C'est d'ailleurs dans ce qu'on appelle l'accord de 1998. Il y a 2 cas spécifiques. C'est les États qui vont vers la Cour pénale et qui disent: je ne peux pas gérer ce problème pour telle raison, ou parce que je n'ai pas les moyens, ou parce que ça va me créer davantage de problèmes. Et le second, c'est le Conseil de sécurité. C'est que quand le monde réalise le niveau et le drame qui a affecté telle ou telle population, que le pays originaire n'arrive pas ou ne veut pas, qu'au niveau du Conseil de sécurité se dégage un consensus qui va vers la Cour pénale internationale et demande à la Cour pénale: saisissez-vous de ce dossier-là. Mais la base première, c'est le pays. Et c'est pour cela qu'au niveau africain, il y a une distorsion en termes de perception. On croit que c'est la Cour tout seul qui a décidé d'aller choisir tel ou tel pays. Dans certains cas, voilà, dans certains cas, c'est les pays eux-mêmes qui vont vers la Cour. Mais malheureusement, pour ce qui nous concerne, là je parle de l'Afrique, c'est que le nombre d'Africains qui se retrouvent à cette Cour est relativement plus élevé que d'autres pays ou d'autres acteurs dans d'autres pays qui ont commis des crimes similaires. On aurait pu aller visiblement vers le Moyen-Orient, on aurait pu aller y compris vers la Russie vis-à-vis de la Tchétchénie, on aurait pu y aller vers les États-Unis, mais malheureusement tous ces pays n'ont pas signé. Tous ces pays n'ont pas signé la convention, le traité de Rome. N'ayant pas signé le traité de Rome, on ne peut pas le leur appliquer, et ça suscite effectivement. Jean-Marc Poulain, président de l'ONG IRA France-Mauritanie. IRA pour Initiative de Résurgence pour le mouvement abolitionniste France-Mauritanie. Beaucoup de pays africains ont été cités, je pense à vous Arnaud. Vous avez fait un inventaire à la Prévert absolument impressionnant des pays africains qui n'étaient pas dans le droit chemin, si je puis dire, la Mauritanie. Et c'est pour ça que je pouillais un peu les nattes. J'avais peur
l'intervention passe à côté, hein, tout à l'heure. J'ai deux mots-clés sur lesquels rebondir: impunité, prononcé par vous Arnaud, et puis inertie. Et puis j'ai 3 faits qui pourraient éventuellement rendre un petit peu, non pas la salle optimiste, mais avec tout un travail d'ONG et le travail inlassablement mené par Biram Dahabed, président de IRA Mauritanie, de nombreuses années en prison, pour dénonciation de l'esclavage dans son pays. Une loi inscrite dans le marbre de la constitution mauritanienne, inscrite en 2015, il y en a eu, je vous passe les détails, depuis 81, l'esclavage est prohibé et interdit. Une loi en 2015 en Mauritanie inscrit l'esclavage comme crime contre l'humanité. J'y adjoins le mot impunité, puisque d'une manière inlassable, M. Biram Dahabed, qui passe beaucoup de temps en prison pour dénoncer l'esclavage dans son pays, c'est un comble, a reçu en 2013 le prix ONU des droits de l'homme, des droits humains, ce qui n'est pas un petit prix. Donc impunité, inertie liée à ce prix, puisque quand on alerte au niveau des IRA, qu'elles soient françaises, qu'elles soient belges, aujourd'hui européennes, canadiennes et américaines, quand on alerte ce qui se passe en Mauritanie, et quand on met en avant le prix reçu par ce même organisme ONU, on est dans une situation plus qu'inertielle. J'ai trois petites situations pour un peu plus explicitées et inhérentes à la Mauritanie, toutes les 3, pour peut-être dégager un petit peu d'optimisme, si je puis dire, dans les combats. Bon, on n'est pas dans des problématiques encore génocidaires. J'ai bien dit encore génocidaires. Mauritanie, 4 millions d'habitants, une fois et demie comme la France, 50 à 60% du peuple mauritanien est constitué de la peuplade haratine, 20% et c'est 15% aujourd'hui de la population arabo-berbère qui dirige 60% de la Mauritanie, avec racisme d'État, et on ose prononcer depuis un certain temps le mot apartheid. Donc on n'est pas dans des problèmes encore extrêmes. Point de suspension. 3 faits, 3 situations inhérentes à la Mauritanie. Monsieur Dahabed était parmi nous pour une conférence à Aix il y a un mois et demi, et on était invité pour les régionaux de la salle au lycée de Pertuis. C'est pas très loin, Pertuis, c'est un lycée. Et on était invité à l'initiative de 2 professeurs pour des classes de première. Donc je suis allé avec M. Dahabed pendant 1 heure ou 2 parler avec des étudiants de classe de terminale, première et terminale, du combat de Biram contre l'esclavage dans son pays et de l'exclusion. Il se trouve qu'aujourd'hui, bon, ça a été assez séquence émotion pendant 1 heure et demie, 2 heures, pour que Biram parle de son combat, de ses années de prison dues à son combat. Et on a appris avant-hier que ce même lycée était en train de créer une pièce de théâtre suite à l'initiative de Biram, pièce de théâtre autour des problématiques de droits humains et autour de l'esclavage. Bon. Et Biram est invité donc au mois de mars pour la restitution de cette petite pièce. Bon, vous imaginez la pression qu'il y a sur les étudiants. Petite graine, c'est pas vieux, hein, voilà. La deuxième situation, vous en parliez, Arnaud, M. Wardley, sur l'aspect politique. Il a fallu 7 ans, 8 ans à M. Dahabed pour obtenir un rendez-vous avec le Quai d'Orsay,
la France étant le premier pourvoyeur économique de la Mauritanie. Il a fallu à peu près 7 à 8 ans à M. Dahabed pour obtenir un rendez-vous avec le Quai d'Orsay. Bon, j'ai eu l'honneur et la joie de partager ces 2 heures au Quai d'Orsay avec lui il y a 2 mois. Nous avons eu une première heure de présentation de la cité au Quai d'Orsay à Paris. Une heure de présentation sur la situation des droits humains, politiques, économiques et aussi de l'opération Barkhane, bon, de la présence de AQMI dans ces pays-là, et une autre heure auprès du Quai d'Orsay pour parler de la situation des droits humains. Pendant que nous parlions de ça, 13 détenus mauritaniens, tout à fait au nord de la Mauritanie, à Zouérat, à 800 km de leur famille, étaient en prison depuis le mois d'août, juillet, pour avoir dénoncé l'esclavage dans leur pays. Sur les 13 prisonniers, 10 ont été libérés il y a 15 jours, 3 semaines. Alors, nous ne saurons jamais, bien évidemment, quel aura été l'impact de ces rendez-vous, mais pour une suspension, on ose le croire, on aime à le croire. Bon, je n'irai pas plus loin. Le troisième fait, c'est que sur ces 13 détenus mauritaniens, 10 ont été donc libérés par la Cour suprême, non pas par le président dictateur Aziz, aujourd'hui en poste, mais par la Cour suprême mauritanienne. 3 sont encore en prison aujourd'hui, dont 2 qui vont rester en prison pour 3 ans. Ces 2 personnes-là ont été torturées avant d'aller en prison au mois de juillet. Et aujourd'hui, il y a une plainte via le cabinet William Bourdon, une plainte tout à fait officielle auprès de 20 personnes représentant les autorités mauritaniennes, qu'elles soient de la gendarmerie, qu'elles soient au niveau de la justice, procureur, armée. Ça n'a pas plu du tout, et ça ne plaît pas du tout à M. Aziz aujourd'hui. Voilà. Et pour compléter, la clinique des droits humains à Aix-en-Provence suivra ou suit aussi ça. Donc voilà, 3 petits exemples qui font que ça ne rend pas les choses optimistes, mais c'était juste pour rebondir sur les aspects politiques inertiels et d'impunité. Je vous remercie. Concernant l'information, on vous a dit tout à l'heure que la prévention, en premier lieu, passait par l'information. Mais justement, est-ce que l'information ne peut pas être un effet pervers et du coup, enfin avoir des effets pervers et faire tout à fait le contraire de ce qu'elle est censée faire au niveau préventif? J'entends par là, notamment sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de désinformation, de choses fausses qui circulent sur certains conflits, sur certaines actions de certains États. Et de fait, est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas un danger vis-à-vis de l'information qui pourrait aller complètement à contre-courant de l'objectif préventif? Ma question va exactement dans le même sens de Lorelai, c'est-à-dire, pour moi, vous aviez dit tout à l'heure, M. Francis, je voudrais rebondir sur votre intervention, vous aviez dit qu'en Afrique, par exemple, il y avait un souci de formation au niveau des journalistes. Et moi, ce que je voudrais souligner, c'est le fait aussi qu'il n'y a pas de véritable liberté d'expression. On sait que les médias sont contrôlés par les gouvernements en place et souvent avec beaucoup de subjectivité et beaucoup de coloration ethnique. Alors, est-ce que les médias qui sont censés nous informer ne sont pas au contraire souvent une source d'accentuation des clivages au sein de la société civile? Et je voudrais vous poser la question de savoir comment informer sans liberté d'expression. Merci. Intervention. Ma question, ma question s'adresse à M. Arnaud. Et quand vous avez parlé des différents moyens pour prévenir les crimes de masse, et vous avez parlé de l'information et aussi de l'éducation. Et dans l'éducation, vous avez parlé
tu as dit qu'il faut donner une part importante pour les conclusions et les recommandations. Mais j'aimerais savoir comment on va faire si on tient compte de certains États très fragiles et très faibles, tels que l'Érythrée ou certains États autoritaires, tels que le Swaziland. Comment on va faire pour prévenir les crimes de masse?